Bonjour, je m'appelle Pauline David. Je vais vous présenter les composés ioniques aujourd'hui. Donc, je vous ai préparé une phrase avec 5 erreurs qui est tirée des différentes erreurs que mes élèves ont faites depuis le début de l'année, parce qu'il s'avère que j'ai enseigné cette matière-là cette année au Collège Reine-Marie. Donc, je vous la lis une fois, puis à la fin de la présentation, en fait, je vais vous proposer de corriger cette phrase avec moi. On a donc un ion positif résultant d'une perte de protons peut, sous l'effet de l'attraction électrostatique, former une molécule avec un ou plusieurs autres cations. J'imagine que vite comme ça, vous êtes capable de trouver 2 ou 3 erreurs, mais peut-être que les 2 dernières sont un petit peu plus difficiles à déceler. On va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. On va commencer par vous présenter l'atome, puis les composés. Finalement, qu'est-ce qu'un ion? Un composé ionique et comment est-ce qu'on nomme ces composés ioniques avec la formule statistique. Je commence par l'atome. Donc, qu'est-ce qu'un atome? Les atomes sont répertoriés dans le tableau périodique de Mendeleïev. On a plusieurs atomes. J'ai mis ici en exemple l'oxygène. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome, c'est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Si je prends l'exemple de l'oxygène, juste en haut, vous voyez le numéro 8. 8, ça veut dire qu'il y a 8 protons. Il y a également 8 électrons. On dit qu'un atome est électriquement neutre, donc c'est-à-dire qu'il y a autant de charges négatives électrons que positives de protons. Effectivement, l'oxygène, j'ai 8 charges négatives, 8 électrons, 8 charges positives, 8 protons, donc je suis neutre. Je n'ai pas une charge positive ni une charge négative. Comment est-ce que l'atome se configure? Donc, je vais avoir les 8 protons qui vont être pris dans un noyau au centre et autour, je vais avoir des électrons qui se promènent sur des orbites électroniques. Si je prends la configuration électronique de l'oxygène, je vois que sur la première orbite, j'ai 2 électrons, tandis que sur la deuxième orbite, j'ai 6 électrons. Les électrons ici sont représentés par des petites flèches. Également, je peux voir que sur ma dernière couche, mes 6 électrons, qu'on va nommer électrons de valence, sont parfois jumelés en paquets de 2, on les appelle alors des doublets, et parfois seuls, on les appelle alors des électrons célibataires. L'oxygène, à l'état neutre, ne respecte pas la règle de l'octet. Qu'est-ce que la règle de l'octet? C'est simplement d'avoir 8 électrons de valence et donc aucun électron célibataire. Donc, tous mes électrons sont en paquet de 2. Ici, j'ai 2 électrons célibataires, donc 2 électrons qui m'empêchent de respecter ma règle de l'octet. Qu'est-ce qu'un composé? En fait, pour respecter la règle de l'octet, les atomes ils vont se transférer ou se partager des électrons. Dépendamment du transfert ou du partage d'électrons, on va avoir 3 types de composés différents. Le premier type de composé, ça va être le composé ionique. Un composé ionique, ça résulte d'une attraction électrostatique entre différents ions. J'y reviens, inquiétez-vous pas. Je vous montre l'image. Donc, on a présentement un Na, un sodium, qui a transféré son électron au chlore, un Cl qui a accepté l'électron supplémentaire. Je retourne dans mes composés. Mon deuxième type de composé est la molécule. La molécule, c'est lorsque j'ai une liaison covalente entre 2 atomes. Par exemple, ici, on représente la liaison covalente entre 2 atomes d'hydrogène. Donc, mes 2 atomes d'hydrogène ne vont pas se transférer les électrons, mais bien se partager leurs électrons dans des nuages électroniques. Finalement, mon dernier type de composé, c'est la liaison dite métallique, où on a un réseau de protons, un réseau de noyaux positifs, et certains électrons, encore une fois des électrons de valence, qui se promènent et forment une mer d'électrons. Donc, les électrons ne sont pas rattachés à un ou à un autre noyau ou à un proton. Ils sont vraiment comme une espèce de fluide, ils peuvent se disperser. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la première branche, les différents composés ioniques. Un composé ionique, pour le faire, j'ai besoin d'ions. Donc, comment est-ce que je fais un ion? Un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Bien faire attention, on ne peut pas changer les protons.
Si je donne ou j'échange des protons, bien là, on est rendu dans la fission ou dans la fusion nucléaire. On est en train de changer la nature même de l'atome. Donc, ici, on ne parle pas de ça. On parle vraiment d'échange d'électrons. On dit que les ions sont chargés électriquement. Quand je vous ai dit au tout début que les atomes étaient neutres, ben, c'est parce qu'il y avait le même nombre de protons que d'électrons. Si mon nombre de protons ne bouge pas, mais que je me mets à transférer des électrons, donc à en recevoir ou à en donner, ben, c'est certain que ma charge ne sera plus neutre. Je vais soit devenir positif lorsque j'ai perdu une charge négative, auquel cas on va m'appeler un cation, ou négatif lorsque j'ai gagné un électron, auquel cas on m'appelle un anion. Si on retourne encore au niveau de l'oxygène, je regarde que sur ma deuxième couche, la deuxième couche, j'avais 6 électrons, dont 2 électrons célibataires. Pour me rendre à 8 électrons de valence et respecter la règle de l'octet, je vais donc accueillir 2 électrons. Comme j'ai accueilli 2 charges négatives, mon symbole va changer. Je ne serai plus du O, je vais maintenant être du O2-. Comment se forme un composé ionique? C'est quand il y a un atome qui souhaite perdre un électron qui se rapproche d'un atome qui souhaite gagner un électron. Là, on arrive à un bel équilibre. Je vous donne un exemple, le sodium. Le sodium, sur sa dernière couche électronique, il y a un seul électron de valence. Donc, lui, il va chercher à se débarrasser de son électron de valence pour que sa dernière couche électronique devienne la deuxième couche électronique qui est déjà pleine, déjà saturée avec 8 électrons de valence. Tandis que pour le chlore, j'ai un atome qui va souhaiter gagner un électron. Pourquoi? Parce que j'ai 7 électrons de valence sur ma dernière couche, la troisième. Donc lui, il lui manque seulement un électron pour atteindre la règle de l'octet. Je vous montre une petite vidéo justement d'un sodium et d'un chlore. Donc on a le sodium à gauche qui a un électron de valence, le chlore qui en a 7 et vous allez voir que le sodium va vraiment donner son électron au chlore. Voilà. On a maintenant formé un composé ionique. Donc, j'ai un sodium qui est devenu Na+ parce qu'il a perdu une charge négative et un chlore qui est rendu Cl- parce qu'il a accepté une charge négative représentée sous la forme de petites flèches rouges en bas à droite.
J'ai maintenant un composé ionique. Je vous laisse quelques secondes pour trouver l'erreur. Et vous devriez remarquer que je n'ai pas de charge sur mes Na et mes Cl. Donc, ce schéma, il est trop simplifié. Il nous donne l'impression que les Na et les Cl sont neutres. Or, on sait très bien que pour qu'il y ait de l'attraction électrostatique entre mes Na et mes Cl, il faut que j'ai des charges positives et des charges négatives, puisque le positif attire le négatif. Donc, le Na va devenir positif, le Cl négatif, et là, on va avoir une attraction électrostatique. Je vous montre un autre schéma qui fait bien attention à ça. Donc, on voit ici deux paires de Na qui vont donner deux paires de NaCl. En fait, chaque Na va donner un électron au Cl. Et là, on a vraiment un réseau cristallin formé de Na+, et de Cl-. C'est ce que j'appelle mon composé ionique. Donc, on voit un petit cristal de NaCl en bas à gauche. Ce qu'on a dans un composé ionique, c'est une quantité égale d'anions et de cations. On a autant de charges négatives que de charges positives. Il y a de l'attraction électrostatique entre tous les ions et ça, il faut faire vraiment attention. Le Na+, c'est une charge positive qui va, oui, attirer un Cl-, mais il va aussi attirer tous les Cl- autour de lui. Donc, on ne peut pas l'isoler comme dans une molécule où on peut dire que le Na+ attirerait seulement un Cl-. Ce n'est pas le cas dans un composé ionique. On a vraiment toutes les charges positives qui vont attirer toutes les charges négatives et vice-versa. Ça va former un réseau cristallin. Maintenant, comment est-ce qu'on nomme ce réseau cristallin? On va utiliser la formule statistique pour le nommer. La formule statistique, elle reflète le regroupement le plus simple d'anions et de cations qui représentent une unité électriquement neutre. Je retourne à mon NaCl. Si j'ai un Na+, un Cl-, l'unité la plus simple qui est neutre, ça va être seulement Na+, plus 1, Cl-, moins 1, NaCl qui est neutre. Je vous mets à mon exemple 2. Il existe des anions et des cations qui ont transféré plus d'un électron. C'est le cas par exemple du Al, de l'aluminium, qui va chercher à se débarrasser de 3 électrons, tandis que l'oxygène, O, va chercher à accepter 2 électrons. Donc pour avoir une formule, un regroupement électriquement neutre de Al et d'oxygène, il faut nécessairement avoir 2 unités d'aluminium et 3 unités d'oxygène. C'est pour ça que dans l'exemple 2, la formule statistique, ça va être du Al2O3. Je vous ramène finalement à ma première phrase pour trouver les différentes erreurs. Donc, on a un anion. On sait maintenant qu'un anion, c'est négatif et que ça résulte d'un gain. Donc, quand on a un anion, c'est nécessairement un atome qui a gagné quoi? Qui a gagné des électrons. Il peut, sous l'effet de l'attraction électrostatique, former une molécule? Non, il va former un composé ionique avec un ou plusieurs autres cations. Donc, c'est vraiment un anion qui est négatif, qui va gagner des électrons, donc c'est pour ça qu'il est devenu négatif, et lui va pouvoir former un composé ionique avec d'autres ions positifs qu'on nomme des cations. C'est tout pour moi, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.